Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Crypto Force. Donc j'espère que vous allez bien pour et vous êtes chaud pour cette nouvelle actualité crypto hebdomadaire, hein. On continue, donc on voit que le Bitcoin continue de nous faire une temporisation. On va parler de tout ça bien sûr dans cette vidéo. Donc on va voir un peu ce qui se passe actuellement pour le cycle, hein, haussier, qui bien sûr est toujours d'actualité, hein. On n'est pas encore dans le cycle baissier bear market, loin de là. Donc je vais vous expliquer comment et pourquoi. Je donne mon avis, hein, bien évidemment toujours, c'est mon opinion. On va parler également du VeChain, des nouveautés assez sympas. On va parler un petit peu du XRP Ripple, où il y a quelques petites nouveautés, et bien évidemment de VV Digital Collectible. On a des nouvelles enfin, et avec surprise, hein, s'y attendait pas, du VVverse. Voilà, donc là c'est un petit peu hop, la surprise du jour pour ce projet. Et bien sûr, on parlera des actualités crypto, hein, plus générales et économiques, où, bon, je vous cache pas que là en ce moment ça déménage toujours aussi sévère. Voilà, bon, bah écoutez, si vous êtes chaud, c'est parti. Donc on va commencer avec le Bitcoin, les amis. Donc le rapport de Farsight Investor sur les ETF Bitcoin Spot notamment. Et regardez comme on a ici, eh bien le résultat, le total, c'est-à-dire qu'on est à 22 milliards pile poil, hein, quasiment de dollars injectés dans le marché des ETF Bitcoin Spot. C'est vraiment une énormité, c'est un record absolu, hein. Ça n'a jamais été atteint depuis le début, depuis le lancement des ETF Bitcoin Spot. Donc on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, hein, au niveau des institutionnels sur le marché du Bitcoin, pendant que tout le reste un petit peu tremble ou se demande ce qui va se passer actuellement là pour le Bitcoin, même voir si le bull run n'est pas annulé, quoi. On est là en fait, hein. Aujourd'hui, quand on lit un petit peu à droite à gauche ce qui se passe, bon. Donc non, le bull run est loin d'être annulé parce que on a les institutionnels, hein, qui continuent largement d'acheter du Bitcoin. Et pour tout ce qui est au niveau, bien sûr, de ETH, donc là j'ai le rapport des Ethereum, hein, ETF spot, on va dire, au niveau du spot. Et regardez, c'est toujours un petit peu à débandade, hein. Là on est reparti, on va dire, dans le rouge, plus, puisqu'on est à 491 millions de dollars de pertes en fait sur les ETF Bitcoin Spot, vis-à-vis de l'ensemble, hein. Bien sûr que c'est pas possible d'être en perte sur un ETF, mais en fait ça compte Grayscale évidemment, qui avait déjà lancé il y a quelques temps son ETHE, comme on peut voir, et c'est eux qui sont en train d'être une véritable, c'est une boucherie, hein, chez eux. Là c'est vraiment la passoire. Les flux sont vraiment sortants sur Grayscale. Voilà un petit peu, au niveau mathématique, un peu l'ensemble des résultats sur le marché des crypto-monnaies au niveau des ETF. Et on va ensuite continuer, bien évidemment, comme d'habitude, sur les articles, hein. On enchaîne, hein, directement avec un article de cryptost.fr. Donc, Michael Saylor défavorable à l'autogarde pour le Bitcoin. Vitalik Buterin critique sa position. Donc, Vitalik Buterin, c'est le fondateur de Ethereum. Donc, c'est très intéressant ce qui se passe là actuellement, parce qu'on a vraiment donc deux sons de cloche. On a Michael Saylor, donc le fondateur de MicroStrategy, qui d'ailleurs a fait un nouvel ATH, hein, en bourse, là dernièrement. Donc on voit que Michael Saylor et sa stratégie d'acheter au niveau maximaliste, hein, lui c'est un Bitcoin maximaliste, il ne voit que le Bitcoin, il n'achète que du Bitcoin. Tout le reste pour lui c'est de la daube. Bon, c'est-à-dire tous les altcoins, etc. Même l'or pour lui c'est pas la même chose que le Bitcoin. Donc lui, il n'achète que du Bitcoin. Pour vous dire, il est derrière BlackRock, donc à travers son entreprise, le deuxième plus gros détenteur de Bitcoin à un niveau institutionnel. Et depuis des années, hein, donc son entreprise, MicroStrategy, ne fait qu'acheter régulièrement du Bitcoin par millions de dollars. Voilà, donc on a dépassé même les 200 000 bitcoins détenus par MicroStrategy, depuis le début, cette politique de rachat de la part de MicroStrategy de bitcoin. Donc c'est une énormité. Et donc c'est assez étonnant, j'avoue que ça m'a surpris de voir que de la part de Michael Saylor, eh bien lui, l'autogarde Bitcoin, qu'est-ce que c'est l'autogarde? C'est-à-dire c'est tout ce qui est les bitcoins mis en fait en sécurité sur les cold wallets,
ou les portefeuilles notamment comme les clés Ledger. Donc c'est assez étonnant. C'est pour ça que ça a fait d'ailleurs réagir la communauté à un crypto, puisque lui, Michael Saylor, il conseille en fait d'être dans les banques. Donc, enfin, totalement en décalage avec notamment la philosophie même du Bitcoin, qui est justement à la base de débancariser. Donc, en fait, on voit bien que Michael Saylor, quelque part, il est un Bitcoin maximaliste. Il rejoint un petit peu, quelque part, le fonctionnement de BlackRock, qui, par exemple, on avait Larry Fink, qui déclarait, le PDG de BlackRock, que Bitcoin était désormais un actif de classe internationale du même type que l'or physique, notamment. Mais ces gens-là, bien évidemment, ils restent dans le système traditionnel, c'est-à-dire au niveau philosophique, ils sont dans le système bancaire, dans le système traditionnel, et pour eux, le Bitcoin, voilà, c'est juste un moyen en fait de se préserver de l'inflation au même titre que l'or au final, mais tout en respectant, en restant dans le système traditionnel, ce qui est totalement ça qui est contradictoire et paradoxal que je trouve. En tout cas, c'est mon opinion. Je ne vous dis pas que j'ai raison. D'ailleurs, je rappelle que je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement. Voilà, je n'ai pas la boule de cristal, je n'ai pas de la science infuse également, je rappelle. Donc je donne mon avis, en fait, à travers cette analyse. Je donne l'information, et d'ailleurs après je donne mon avis, après vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Donc, effectivement, c'est assez étonnant, mais on voit, voilà, qu'il y a quand même quelque chose à faire, c'est très important, c'est toujours garder, en fait, son propre manière de penser. On voit que même Michael Saylor, en fait, reste dans le système bancaire, qui, on sait, ne va pas bien en ce moment. Donc, surtout, voilà, c'est dommage de mettre ces bitcoins et de les mettre dans le système bancaire traditionnel, alors que c'est justement le principe même du bitcoin, c'est de débancariser quelque part. Bon. Ouais, donc on voit un Michael Saylor s'est mis à dos une bonne partie de la communauté crypto, dont le cofondateur d'Ethereum. Ça a obligé même le cofondateur de MicroStrategy à clarifier ce problème. Donc après, c'est effectivement il est un peu revenu sur ses déclarations, un peu expliqué que c'était une façon en fait de mieux sécuriser. Enfin bref, il a essayé de se rattraper aux branches, mais le mal est fait, entre guillemets. Voilà. Donc, personnellement, mon avis, c'est que, bien évidemment, les bitcoins ne sont jamais mieux en sécurité que justement hors des plateformes exchange. On l'a vu avec notamment les affaires FTX, et même plus vieille, MTGOX notamment, qui est encore d'actualité, puisque les anciens clients de MTGOX doivent être remboursés l'année prochaine. Pour vous dire, le délai quand même qu'il a fallu, il aura fallu 10 ans presque pour régler l'affaire, au niveau du procès. Et FTX, je n'en parle même pas, c'est le boxon toujours. Donc on voit que les plateformes exchange, tout ce qui est centralisé, et ne parlons même pas des banques, mettre le Bitcoin en banque, ce serait vraiment la dernière des choses à faire peut-être dans le monde dans lequel nous vivons, surtout quand on voit l'état des banques aujourd'hui, notamment aux États-Unis en plus. Voilà, bon. Allez, je finis sur ce sujet, je passe à autre chose. Donc là, cointribune.com, un article, Bitcoin vers un nouveau record, point d'interrogation, les baleines en pleine accumulation. Voilà. Ce que je vous disais la semaine dernière, eh bien ça s'avère encore être le cas, donc ça va encore être plus poussé cette semaine-là, puisqu'en 2 semaines, on est à plus 297 baleines. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, qu'en 2 semaines, il y a quasiment 300 portefeuilles, en tout cas baleines, qui ont été, on va dire, donc riches, c'est ça que ça veut dire, riches, qui se sont mis à acheter plus d'une centaine de bitcoins pour leur portefeuille. Voilà. Donc ça atteint facilement, vous voyez, le million de dollars, largement. Et donc, si les riches qui ont l'armada de la batterie d'avocats, de fiscalité, du conseil financier, gestionnaire de patrimoine, et je vous en passe, sont aujourd'hui dans une phase d'achat massif de Bitcoin, c'est qu'ils savent des choses, bien évidemment, voilà, pas qu'ils sont conseillés. Donc, c'est vraiment un signal très fort sur qu'est-ce qu'ils prévoient, en fait, tous ces gens-là, sur l'avenir du Bitcoin, au moins sur le moyen terme, et au pire sur le long terme. Voilà, donc on voit bien que le Bitcoin est en train vraiment de prendre toute sa place, autant sur le plan institutionnel que même particulier, mais au niveau des riches, si je puis dire. Voilà, donc c'est déjà un signal, très bon signe, bien évidemment, là-dessus. Allez, je continue, donc voilà. Maintenant, un article de Cointelegraph France, face à une inflation imminente, Paul Tudor Jones recommande le Bitcoin comme refuge sûr. Pas leur refuge. Donc l'expert en fonds spéculatifs, voilà, qui est Paul Tudor Jones, effectivement un expert en fonds spéculatifs, il conseille également de détenir l'or, des matières premières et des actions technologiques. Donc lui,
Et voilà, conseille vraiment un portefeuille diversifié, hein. Au final, pas déconnant du tout. L'or physique, je vous en parle depuis quand même un petit moment. C'est vraiment pour moi le premier actif à détenir dans son portefeuille en ce moment, hein, pour se protéger contre l'inflation. Les matières premières, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais bon, c'est effectivement pas déconnant, hein, une matière première, après avoir lesquelles, mais ce sera toujours quelque chose, forcément, on aura besoin, donc évidemment, une bonne chose. Et les actions technologiques, voilà, là, je suis moins pour, de mon avis, parce que pour moi, je vois, comme je vous l'ai dit, hein, une grande dépression de 1929 et donc une chute, là, dans les prochaines années, finalement une bulle, voilà, fin de la bulle donc boursière, hein, sur les entreprises qui a été vraiment gonflée à coups de dette publique et à coups d'argent magique, entre guillemets. Donc il y a un moment, ça va finir, et quand ça va finir, cette espèce de bulle spéculative sur les marchés boursiers, ça va faire très très mal. Voilà. Donc, je suis peut-être moins chaud pour les actions technologiques. Mais en tout cas, je peux me tromper, hein, je vous le dis. Donc quoi qu'il arrive, en tout cas, cette personne, eh bien, effectivement, recommande le Bitcoin comme valeur refuge. Et donc, ça colle tout à fait avec le profil de la baleine, hein, les personnes qui sont riches en général, ou qui conseillent, vous voyez, les personnes qui sont riches. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose quand même et qu'on n'est pas du tout. Et en fait, c'est là où je trouve que l'analyse est plutôt, enfin la différence est plutôt frappante entre le précédent cycle et celui-là. C'est-à-dire que le précédent cycle, quand on disait miser sur le Bitcoin, c'était uniquement sur un point de vue spéculatif. Ce cycle-là, vous voyez, on n'est plus dans le cadre spéculatif où il faut miser sur le Bitcoin parce qu'on va avoir le cycle haussier et donc on va pouvoir se faire du pognon, hein, entre guillemets. Là, on est plutôt dans une phase où le Bitcoin, voilà, au même titre que l'or, il faut en avoir seulement pour se protéger. Là, on n'est plus du tout dans la même configuration. Vous voyez, économique et même mentale de la part même des riches ou de la part des gens qui investissent dans le Bitcoin et même de la part des institutionnels comme BlackRock. Donc ils n'investissent pas dans le Bitcoin uniquement pour se faire du pognon. Ils investissent dans le Bitcoin parce que éventuellement ça pourra eh bien, leur permettre d'encaisser d'éventuelles crises monétaires, bancaires ou de crises des dettes, hein, comme on le voit très bien en France, nous sommes confrontés là. Donc c'est pour ça que je pense que là, le potentiel de ce cycle haussier est vraiment phénoménal, parce que là, on rajoute une donnée quand même supplémentaire, c'est que c'est pas il faut acheter du Bitcoin pour devenir riche, maintenant c'est il faut impérativement du Bitcoin pour se protéger au niveau de ses capitaux. Donc là, voilà, ça c'est assez intéressant, je trouvais, de partager. Maintenant, bon, bah là, j'ai fini pour ce côté du Bitcoin. Hop, j'ai passé désormais à VeChain. Donc, prochain projet. Donc, au niveau du VeChain, il y a pas mal de choses à dire, vous allez voir. Donc, première information de la fondation VeChain, hein, directement, vous voyez, donc un petit tweet qui annonce l'introduction du V-Passport, donc au 28 octobre 2024. Donc, dans quelques jours, hein, c'est-à-dire demain, en fait, un peu précis. Et donc, vous voyez, qu'est-ce qui va changer? Donc, ils le mettent ici. Donc, les clés, enfin, les points clés qui vont changer, c'est donc déjà un minimum, en fait, d'activité pour profiter des récompenses de vote. C'est-à-dire que c'est fini le cas où si vous connectez à la plateforme BetterDAO, donc une fois par an, effectivement, vous ne serez pas récompensé. Il faudra un minimum d'activité. Il y aura ensuite un quorum ajustement. Alors ça, c'est pour tout ce qui est le node. Alors je ne me suis pas penché dessus, hein, en détail, mais sachez que là aussi, pour ceux qui ont des nodes, qui ont des nœuds sur l'écosystème du VeChain, enfin sur la blockchain plutôt du VeChain, eh bien, il y aura un ajustement fait à 40%. Et ensuite, il y aura le retour des fonctions quadratiques. Là aussi, je n'ai pas cherché en défense, hein, en précision, on va dire, là-dessus, je ne me suis pas penché à fond, mais sachez qu'il y aura des changements là-dessus, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire. Effectivement, j'ai pas eu le temps, j'avoue, hein, d'approfondir le sujet, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est surtout le système en fait de récompense qui va être attribué quelque part à ceux qui seront plus actifs, ce qui est aussi un système de justice intéressant là-dessus. Donc personnellement, ça me dérange pas, même si personnellement, j'avoue, je suis pas super actif sur la plateforme, hein, c'est une fois, deux fois par semaine. Petit screenshot d'un café pour avoir des récompenses en B3TR, hein. Mais voilà, pour ceux qui ont l'occasion d'être plus actifs, eh bien sachez que vous aurez des récompenses
à la hauteur de votre activité. Ça, c'est sympa. Allez, je continue. Maintenant, on va voir des sujets très intéressants, justement l'évolution de l'activité en fait de la plateforme VBetterDAO. Regardez, on est tout simplement à une explosion de l'activité avec plus 322%. Donc ça colle tout à fait avec justement la volonté d'introduire de la part de la fondation VeChain le V-Passport. C'est parce qu'il y a un moment où il y a tellement de gens qui sont quelque part qui ont construit, qui se sont inscrits sur la plateforme VBetterDAO qu'il n'y a pas assez de récompenses justement pour tout le monde. Donc c'est plutôt en fait quelque part l'introduction de V-Passport, c'est un peu la conséquence du succès qu'il y a sur la plateforme. Donc c'est plutôt intéressant et on voit qu'en plus, vous voyez, là où c'est encore plus intéressant, là je m'adresse aussi aux rageux qui disent que la plateforme VBetterDAO, ça ne sert à rien, il n'y a aucun lien avec l'écosystème du VeChain, notamment le VeChain et le VTHO. Eh bien, pas du tout, parce que regardez, quand on voit ici donc, la liste des dApps qui, entre guillemets, ont des clauses donc, de l'activité sur l'écosystème du VeChain, on a à côté aussi le VTHO, quelque part, donc la crypto-monnaie, qui est brûlée. Le nombre qui sont sortis, en fait, qui sont brûlés, burn, de la circulation. Et là, vous voyez, en fait, par exemple, rien qu'avec VBetterDAO, on est à 106 305 donc VTHO qui sont brûlés régulièrement grâce à l'activité en fait des personnes. Donc on voit que plus la plateforme VBetterDAO va grossir, plus il y aura d'activité et donc plus on aura de VTHO qui sera sorti de la circulation. Et ça c'est excellent, pourquoi? Parce que plus on brûle de VTHO et plus derrière on a un impact avec le VeChain, parce que c'est, je rappelle, le VeChain en fait qui sous forme quelque part de dividendes produit du VTHO chaque jour. Voilà, donc il y a un lien directement de causalité, cause à effet, entre le VeChain et le VTHO. Et donc au niveau des prix, forcément, il y aura aussi un impact. Donc tout est lié et effectivement, c'est un seul et même écosystème qui est vraiment en développement là aujourd'hui. Et donc VBetterDAO est promis à faire exploser justement tout ça, puisque vous voyez qu'entre toutes les applications, on va dire en top, il y a 15 dApps, comme vous pouvez voir ici, eh bien la dApps, on va dire la plateforme qui fait vraiment exploser les compteurs, c'est bel et bien VBetterDAO. Vous voyez, 166 000 clauses contre même les autres, on voit ici, en World of V, il y a à peine 5763 clauses, VRocket 3486 clauses. Donc, on voit bien qu'il se passe quelque chose aujourd'hui avec VBetterDAO. Donc, c'est pas si déconnant que ça, au final, au niveau stratégique même. Bravo, même si au début, ça vendait pas du rêve, au final, on voit bien l'utilité. Maintenant, on va passer au nouveau projet là, qui est sorti justement sur la plateforme VBetterDAO. C'était cette semaine, ou la semaine dernière peut-être, mais surtout cette semaine. C'est, vous voyez, donc une information transmise par Twitter, aussi par la fondation VeChain directement. C'est donc la sortie de Solar NFT. C'est en lien SolarWise, c'est l'entreprise SolarWise qui est spécialisée dans justement la construction de panneaux solaires, développement de panneaux solaires, donc physique, c'est un vrai projet, tout à fait dans la gamme du Real World Asset du coup. Et donc, il me semble, alors si je dis peut-être des bêtises, mais qu'ils sont en train de développer au Brésil. C'est-à-dire qu'ils construisent des panneaux solaires au Brésil. Et donc, en échange, tous ces panneaux solaires sont mis sous forme de NFT. Et vous avez la possibilité, en tant qu'utilisateur Web3, d'acheter ces NFT pour être récompensé directement quelque part en énergie produite par vos panneaux solaires, entre guillemets. Vous achetez en fait virtuellement vos panneaux solaires. Et vos panneaux solaires qui produisent donc de l'électricité, eh bien, sous forme de dividendes, derrière vous rétribuent. Alors là, bien sûr, c'est sous forme de B3TR. Ah ben voilà, tout est mis sur la photo. Ici, vous le voyez. Vous achetez votre NFT donc de panneaux solaires, qui est lié avec de véritables panneaux solaires situés au Brésil. Et derrière, regardez, vous êtes récompensé donc avec des ventes sur l'électricité, c'est-à-dire avec un potentiel de 10,5% de récompense sur l'année, vous savez, en mode staking, entre guillemets, avec des distributions mensuelles, comme vous pouvez voir ici, et derrière, en fait, des bonus de traçabilité pour ceux qui ont les meilleures récompenses. Apparemment, il y a une meilleure... il y aura peut-être un classement, j'imagine, je sais pas,
apparemment ce qui ressort aussi. Et là, avec cette fois des distributions hebdomadaires, comme vous pouvez voir, qui peuvent aller jusqu'à 25% de notre allocation dans le système de VBetter DAO. Donc vous serez récompensé également en B3TR. Donc on voit vraiment qu'on est au tout début, en fait, de quoi? Du système de RWA. Et donc on voit que VeChain, de plus en plus, à travers la plateforme VBetter DAO, s'inscrit de plus en plus dans le narratif RWA, qui est le narratif qui va, à mon avis, je dis bien à mon avis, exploser littéralement aux côtés de l'intelligence artificielle lors de ce prochain cycle. Enfin, de ce cycle aussi qui va démarrer éminemment sous peu, à mon avis. Voilà. Et deuxième information intéressante là sur ce tweet, c'est que c'est en lien avec leur upcoming MAAS, Marketplace as a Service. Donc je rappelle que le MAAS c'est aussi donc quelque chose qui est en train de développer par la fondation VeChain, qui est à part de la plateforme émetteur DAO, parce que là la MAAS ça va permettre à n'importe qui de créer quelque part sa plateforme OpenSea, un concurrent de OpenSea sur l'écosystème de VeChain et de façon extrêmement facile, c'est-à-dire en quelques minutes, vous déployez votre marketplace avec vos NFT directement sous forme de smart contract sur VeChain. Donc là aussi une énormité, et donc on voit apparemment que c'est ce qu'a fait SolarWise, qui a développé son marketplace sur la technologie MAAS de VeChain. Et regardez, je suis dessus, vous voyez solarwise.marketplace.vchain.org. Donc on voit bien que le nom de domaine déjà a bien été développé sur au final l'écosystème du VeChain. Et donc regardez un peu à quoi ça ressemble. Donc on voit les NFT. Alors je vois déjà un prix à 1 million de dollars. Vraiment, il y en a, ils rêvent quand même. Ils s'imaginent vendre un NFT à 1 million de dollars. Franchement, ça fait rêver quoi. Mais du coup, voilà, c'est plutôt le classique, c'est 595 dollars par NFT. Après, il faut voir ce que ça donne au niveau des rendements, mais en tout cas, au niveau du marketplace, c'est ce qu'il y a actuellement. Donc, vous avez aujourd'hui pas beaucoup de NFT en fait qui sont en vente. C'est normal, puisque les personnes qui ont acheté leurs NFT, c'est pour justement derrière les garder pour avoir les récompenses. Voilà. Donc là, vous avez quelques fadas, excusez-moi l'expression, qui vendent leurs NFT à 1 million de dollars. Mais sinon, le reste, bien évidemment, le but, si vous achetez ce genre de NFT, c'est de les garder sur le long terme pour profiter des dividendes, entre guillemets. Voilà. Allez, je continue. Autre information très sympa sur VeChain. Donc là, aujourd'hui, je mets le paquet au niveau information sur VeChain. C'est justement le rapport, vous voyez, donc de Certic, qui est une entreprise spécialisée dans l'audit, dans les audits des blockchains. Et regardez, ici, on a quand même un score donc Certic de sécurité de 92,59 pour en fait l'écosystème du VeChain. C'est un excellent score, simplement, et ça veut tout simplement dire que VeChain fait partie des top 10, c'est écrit ici, vous voyez, et par Certic même, des top 10 des blockchains les plus sûrs au monde. Donc c'est quand même assez fou, quand on sait que VeChain ne fait pas partie du top 10 au niveau du market cap. Vous m'avez compris. Donc, on voit que là, franchement, vous voyez, percentile top 10%, donc rang 37, vous voyez, au niveau de la sécurité. Et surtout, on voit que c'est vraiment assez homogène sur tous les niveaux. Par contre, on voit que la communauté, il y a vraiment un 98, c'est vraiment très, très fort. Donc, on voit ici que VeChain est vraiment bien situé sur le marché et a peut-être, je dirais, fait l'inverse par rapport au projet, notamment Shitcoin, par exemple, parce que VeChain vise d'abord à bâtir les fondations pour ensuite construire le reste de la maison, et à commencer par la sécurité, la solidité des projets, l'utilité au niveau du RWA, la tokenisation, la supply chain, enfin voilà. Donc c'est vraiment un bon projet pour moi dans le vert, sur vraiment tous les niveaux, faut rien à dire. C'est assez phénoménal. Et donc, je continue avec cette fois les statistiques au niveau des smart contracts, notamment, c'est-à-dire l'activité quelque part qui est présente sur l'écosystème du VeChain. Et c'est vrai que ça m'a interpellé notamment de voir la liste que je vais passer avec l'activité par exemple sur VBetter DAO en fonction d'autres applications. Et là, regardez, du coup, j'ai pris le total. On voit l'évolution sur les années. On voit donc en 2018, au lancement, bien sûr, de VeChain, il y avait à peine un petit 200 smart contracts au final,
contrats déployés sur la blockchain du VeChain. Et là, aujourd'hui, hein, donc quelques années plus tard, nous en sommes déjà à 32 000. Et on voit qu'on a eu une explosion hein, littérale des contrats entre surtout 2021 et 2024. Et on voit qu'en fait, là, par exemple, ça a explosé, vous voyez, 25, donc ça a explosé à partir de juillet. Et qu'au juillet, donc début juillet 2024, nous étions à 24 000 contrats déployés sur l'écosystème du VeChain. Et je vous rappelle que début juillet, c'était le lancement, donc en mainnet, hein, de la plateforme VBetterDAO. Ça veut dire que depuis qu'on a lancé la plateforme VBetterDAO, on a une explosion littérale des smart contracts déployés sur l'écosystème du VeChain. On a gagné 10 000, c'est ça, 10 000 contrats en l'espace de 3 mois. Quand même une solide performance quand on voit par exemple l'historique passer de l'évolution des contrats déployés sur VeChain au fur et à mesure du temps. Voilà, donc on voit que la plateforme VBetterDAO n'y est pas pour rien, bien évidemment, dans cette évolution. Et donc je rappelle, en plus, il y a de l'activité sur une blockchain, mieux c'est, bien évidemment, pour brûler notamment le VTHO et donc faire monter les prix et donc faire monter au final les prix du VeChain. Parce que je pense que beaucoup de monde est un peu accro à ça, c'est on veut que les prix du VeChain montent. Mais bien sûr, ça ne fait pas comme ça du jour au lendemain. Et donc, il faut être patient. Voilà, un petit peu le retour des fondamentaux là, sur VeChain. Je voulais vraiment faire un point solide. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai un peu bâclé VeChain, parce que je ne peux pas tout dire dans les vidéos, je suis désolé. Hein. Il y a tellement de choses à dire que je suis obligé de sélectionner. Voilà. Donc là, je fais vraiment le point sur VeChain. J'espère que ça vous a plu pour les personnes qui s'intéressent à ce projet. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, d'ailleurs, hein, si, que je continue à faire ce genre de format un petit peu des fois poussé sur un projet. N'hésitez pas à me demander en commentaire aussi si vous voulez que je fasse des projets, que je fasse une analyse comme ça fondamentale sur un projet spécifique, sur d'autres projets ou autres. Voilà. Bon, sur ce, eh bien, écoutez, maintenant je vais passer à la suite, c'est-à-dire à VV Digital Collectibles et donc notamment au VVverse, alors qui a été annoncé au 31 octobre en mode preview, c'est-à-dire en live première, comme vous pouvez voir ici. Donc il y a une petite vidéo qui est en anglais. Je vais passer un peu ce qu'ils se disent parce qu'au final, il y a beaucoup de marketing là-dessus, ils parlent beaucoup de choses. Et je vais vous passer un petit peu ce qui en ressort, mais là, faut comprendre que c'est vraiment un petit showcase. Ici, c'est une petite preview du VVverse. Et ils vont vraiment annoncer la couleur du VVverse, donc le 31 octobre, c'est-à-dire dans quelques jours. Solide. Semaine prochaine. Donc après, on va voir, hein, parce que si nous annoncent le VVverse, autant ça va être la déception de l'année, je vous cache pas, il faut s'y préparer aussi. Parce que si c'est une amélioration quelque part du coffre, vous savez que vous avez sur déjà en disponibilité sur l'application VV, bon, voilà, on n'a pas que ça à faire. Voilà, donc là vous avez en fait des images, alors je vous le mets en grand comme ça, vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, c'est une preview de à quoi ça ressemblerait vraiment le VVverse, mais là c'est une image d'un showcase entre guillemets, c'est-à-dire d'un lieu un peu de musée où la personne qui est dans le VVverse a construit son exposition, a mis ses collectibles 3D et vous voyez peut en fait réagir directement dans le VVverse avec ses collectibles. Donc là il a réussi à mettre de la lumière sur le logo Marvel, hein, qui est un collectible. Hein. Je rappelle que tout ce que vous voyez là, ici, par exemple, au niveau des figurines, ce sont des collectibles que vous pouvez acheter sur la plateforme, sur l'application VV Digital Collectibles. Donc là, on voit quand même que, bon, c'est un petit peu... ça rappelle les... Je vous donne mon avis au passage, hein, désolé, mais ça rappelle, c'est vrai, les métaverses un peu pourris qu'on a eu en 2021. Voilà. Mais on trouve malgré tout, alors après là, on voit quelques éléments, hein. C'est-à-dire qu'on peut bouger effectivement nos objets et tout. Il y a la lumière. Vous voyez, on voit la lumière, effectivement, on peut jouer avec la lumière. Ah, c'est très léger ce qu'on voit là. Là, on voit une petite partie, bien évidemment. Donc, c'est ça que moi, je reste prudent par rapport au 31 octobre. On va voir ce qu'ils vont nous mettre comme un élément dans la figure. Hein. S'ils vont nous mettre un peu des étoiles dans les yeux ou si au contraire, ça va être la douche froide. Mais peu importe, au final, dans tous les cas, au moins, ils ont avancé dans leur feuille de route et au moins, ils ont construit quelque chose. Après, parce qu'après, ils peuvent toujours l'améliorer. Donc, même si c'est du bidon hein, au début,
on pourra quand même avec nos lunettes de réalité augmentée, c'est ça que ça veut dire, ou peut-être via le web si on n'est pas encore à fond dans la réalité augmentée, directement aller construire un avatar et se balader dans le VVVR, c'est construire peut-être notre propre musée, un peu comme a fait la personne là, dans la vidéo. Et déjà, c'est quelque chose quand même où là on passe d'une simple application où on a juste nos collectibles 3D, on peut les collectionner, ouais, déjà on peut les mettre quelque part, on peut en faire quelque chose, même si on peut pas forcément interagir vraiment avec, on peut pas jouer avec, on peut pas encore contrôler les collectibles, entre guillemets, hein, dans les jeux vidéo ou quoi que ce soit, il n'y a pas de gamification, mais c'est déjà la première pierre angulaire et c'est pas rien quoi. Ah, donc là, moi personnellement, je vous dis, je repasse bullish là. Ah, c'est vraiment, c'est vrai que ce projet, ça a été un peu l'ascenseur émotionnel, hein, faut vous dire les choses, hein, pour tout le monde, hein, je pense. Mais là, surtout au niveau gestion de projet, si on va être objectif, ça y est, ils sont passés à un autre cap. Donc là, ils commencent à mettre en avant vraiment l'utilité. Et comme vous le savez, dans mes vidéos, je fais vraiment l'accent sur l'utilité d'un projet, parce que c'est vrai que là, les collectibles 3D, ils sont beaux, hein, mais ils servent à rien. Donc sans utilité, il y a un moment où on se lasse en fait. Vous pouvez avoir les meilleurs, les plus beaux collectibles, si vous pouvez pas en faire quelque chose, bah, il y a un moment où vous avez beau le regarder, voilà. Donc là, on passe à autre chose, et c'est vrai que du coup, c'est pas mal. Et c'est au bon moment. Je pense ils ont compris qu'il fallait qu'ils accélèrent au niveau de l'utilité, parce que effectivement, hein, d'ailleurs, je vous montre la courbe. Là, je suis sur Stacker, au niveau de l'analytics des chiffres, sur une plateforme hein, qui vend les collectibles 3D sur VV Digital Collectibles, et c'est pas folichon, hein, ça s'améliore pas. C'est-à-dire que la courbe, vous voyez, est vraiment en descente en termes d'activité d'achat et de vente. Et vous voyez que là, c'est un petit peu reparti à la hausse la dernière semaine, mais bon, ça reste quand même très loin des performances qu'on a eues même, par exemple, en début d'année. Vous voyez, en début d'année, même en juillet 2024, on était quand même à des performances qui étaient en x2 par rapport à ce qu'on a aujourd'hui en termes d'activité. Donc il se passe vraiment quelque chose sur la plateforme, c'est que les gens se lassent. Et même quand nous étions en bear market, il y avait plus d'activités, regardez, sur la plateforme, sur l'application VV, qu'il y en a aujourd'hui, alors que nous commençons à être en bull run, quoi. Donc on voit que l'attractivité qu'il y avait sur les NFT et sur VV à la base avec les licences comme Disney, Marvel, etc., eh bien ça s'essouffle. Donc c'est bien, on parle vraiment de lassitude, je pense, de la part des clients euh, de l'application VV. Moi de même, je vous dis, j'ai été confronté à ça. Ça, je me permets de mettre en plus mon avis hein, là-dessus, c'est que pareil, moi j'ai un moment, j'ai mis en pause, j'ai fait bon, s'ils proposent rien de nouveau, c'est vrai que c'est beau d'acheter les NFT, mais il y a un moment, bon, voilà quoi. Donc c'est plutôt vraiment très intéressant ce qui se passe là avec VV, et même si c'est un peu bidon au début, enfin, j'anticipe le truc quand même, c'est quand même la première pierre qui va faire que, voilà, au fur et à mesure, là, c'est bien. Et en plus, je rappelle qu'en parallèle, Meta a sorti ses lunettes de réalité augmentée Orion, qui ressemblent à des lunettes à proprement parler, donc classiques. Et donc là, on est au début de quelque chose, là. Au niveau de la réalité augmentée, c'est vraiment sympa. Bon, ce sera tout pour VV Digital Collectible. Je fais l'introduction. Bien évidemment, la semaine prochaine, il y aura, il sort le 31 octobre, vraiment un point sur le VVverse. Et donc, dimanche prochain, comptez sur moi pour faire le point là-dessus. Voilà. Allez, je continue. Donc, cette fois, je vais passer au prochain projet, c'est-à-dire XRP et Ripple. Donc, il y a une seule information, en fait. C'est un article de cointribune.com. Ripple VS, le combat autour du XRP se poursuit. Effectivement, hein, vous êtes au courant que la SEC a fait appel donc vendredi dernier, donc la semaine dernière, et donc Ripple en fait recontre-attaque en quelque part, et en fait refait appel à l'appel. Si. Donc ça en finit pas. On a une dernière nouveauté, il y a également Chris Larsen, en fait, qui a failli rater le coche parce que Chris Larsen a fait un don en fait, alors je sais plus combien de milliers de millions de XRP, mais à Kamala Harris. Donc ils ont politisé en plus la chose.
Donc ça, bon, peu importe, hein, au niveau politique, mais ça veut dire que Ripple en plus implique, c'est ça qui est fou dans la campagne de Kamala Harris démocrate, alors que c'est justement le camp démocrate de Gary Gensler qui attaque Ripple. Donc j'ai pas pu m'empêcher de me dire que là, il y a peut-être quelque chose derrière qui est en train de se passer dans les coulisses, on va dire même du pouvoir actuel démocrate, et qu'à travers Chris Larson, ils ont pu quelque part faire un petit peu, allez hop, on paye ça, et puis derrière, vous lâchez un peu la grappe. Voilà, donc on va voir. Donc apparemment, ça a été deadline repoussé à 2025, bien évidemment. Donc là, ça va se calmer pendant je pense, la fin d'année. On en reparlera en janvier 2025, je pense, plus précisément, de ce procès. Et bien sûr, ça n'empêche pas qu'entre-temps, Ripple continue d'augmenter ses partenariats, voilà, ça n'empêche pas. Le RLUSD, donc, est sortie imminente, hein, et on a de plus en plus de preuves comme quoi il y a une synergie entre le RLUSD, donc le stablecoin des Ripple, et le XRP. Donc c'est plutôt très bon signe, surtout que derrière, je vous montre quand même, on a quand même des nouvelles assez incroyables, hein. Donc déjà, celle-ci de Cointelegraph France, donc les crypto-monnaies, une priorité d'examen pour la SEC en 2025. Donc au final, je me dis, c'est pas plus mal qu'au final la SEC ait attaqué donc Ripple il y a 4 ans, parce que du coup on a le procès qui est vraiment en bout de course, hein, qui est bientôt terminé, et qui, quoi qu'il arrive, n'impactera pas Ripple, puisque le statut de security, enfin de non-security, pardon, de non-security, c'est-à-dire c'est pas un titre, c'est pas un titre financier, le XRP, eh bien, n'a pas été remis en cause dans l'appel. C'est-à-dire que la SEC n'a pas fait appel sur le statut qui a été débouté par la juge Anaïsa Torres de non-security du XRP, qui était l'enjeu majeur du procès. Donc au final, en fait, le procès en lui-même, il est fini, hein. Ça y est, c'est bouclé. Le XRP ne sera pas une security. Dans tous les cas, ça c'est gagné. Voilà, mais c'est juste que ça, au niveau administratif, le procès, lui, continue sur d'autres sujets qui sont moins importants, mais qui, voilà, font chier, quoi, entre guillemets, Ripple. Donc, bon, juste pour ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, une fois que ça c'est fait, c'est terminé donc pour Ripple, bah, par contre, la SEC annonce que ça va chauffer en 2025 pour les cryptos, en fait. Voilà, donc après, ça va dépendre aussi des élections américaines, puisque faut savoir que Trump a déjà annoncé que s'il passait, il virerait Gary Gensler. Donc si Trump passe, donc là, dans quelques temps, hein, eh bien Gary Gensler va se faire virer, et donc dans ce cas-là, on aura une autre politique, hein, totale, parce qu'on aura une autre personne qui sera à la tête de la SEC, sûrement plus pro, plus intelligent, on l'espère en tout cas, plus pro-crypto, ou du moins pro-encadrement intelligente des crypto-monnaies et des technologies liées aux cryptos. C'est plutôt intéressant pour une fois. Parce qu'il y a du bifton, hein, ça fait bien évidemment. Pour les institutionnels, enfin BlackRock l'a compris, tous les institutionnels solides l'ont compris qu'il y a du bifton à se faire sur les crypto-monnaies, donc il n'y a aucune raison, même au niveau politique, ils sont un peu pas trop demeurés. Bon, voilà. Donc, 2025, ça va chauffer. C'est un peu ce qu'ils nous disent, hein, ils nous préparent. Après, au niveau, voilà, là je repasse un petit peu, après je vais passer sur les actualités crypto, donc on a un peu la transition ici, parce que ça fait le lien avec XRP toujours, c'est qu'on a un article de journalducoin.com, Tether dans la tourmente, les USA mènent-ils une enquête contre l'USDT. Alors, tout ça, ça prend au conditionnel, bien évidemment, mais ça m'étonnerait pas. C'est-à-dire que c'est vraiment 50-50 là au niveau est-ce que c'est possible? Oui, bien évidemment. Surtout dans une période où les stablecoins, justement, sont dans le viseur des régulateurs. On le voit bien, on l'a vu notamment avec Binance qui a eu son propre stablecoin qui a été mis aux oubliettes, hein, je rappelle, donc en 2023, même début 2024, il me semble. On a également en Europe, avec la loi MiCA, le USDC, le USDT qui n'en a pris pas un figure. Voilà, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la régulation contre les stablecoins, c'est-à-dire que les régulateurs n'aiment pas trop les stablecoins pour la simple et bonne raison que eux, ce qu'ils veulent au niveau de leur banque centrale, c'est sortir leur propre CBDC. Donc ce serait pas étonnant qu'ils voudraient détruire les stablecoins un petit peu indépendants
pour derrière promouvoir leur propre CBDC et faire en sorte que les citoyens n'aient pas le choix que d'utiliser uniquement en fait, les monnaies des banques centrales, tout simplement. Et ça, on le voit venir un peu dans le monde de dictature économique dans lequel on se dirige de façon numérique. De toute façon, la Chine, vous voyez, a déjà fait ça, est déjà là-dedans. Et l'Europe et les États-Unis sont bien partis pour essayer, en tout cas, arriver, peut-être pas, mais essayer de prendre le pas de la Chine. Quoi qu'on en dise au niveau de notre démocratie. Hein. Voilà. Donc, ce serait pas étonnant, mais après, c'est des rumeurs. Alors, est-ce que c'est des rumeurs justement pour essayer de déstabiliser un peu Tether? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, ça peut être qu'une bonne chose pour Ripple, puisque comme ils sortent dans très peu de temps le RL-USD, c'est-à-dire leur stablecoin qui va faire concurrence directe à Tether, plus Tether est dans la tourmente, et mieux ce sera pour Ripple. Surtout que le RL-USD a apparemment déjà des partenariats, alors ça aussi ça a confirmé, hein, ça a confirmé, mais déjà des partenariats avec les banques centrales. Hein, et ça, c'est pas une nouveauté, hein, c'est qu'on sait que Ripple a déjà des partenariats officiels et non officiels avec les banques centrales. Donc, je ne serais pas étonné voilà, que Ripple, quelque part, soit un peu l'intermédiaire hein, entre les banques centrales, puisque je rappelle que Ripple a également été un conseiller et a participé à la construction de certaines CBDC de certaines banques centrales. Donc bon, pas besoin d'aller chercher midi à 14h hein, pour comprendre qu'il se passe quelque chose avec le RL-USD, même au niveau des institutionnels. Bon, allez, donc cette fois je passe aux actualités crypto plus générales, pardon. Donc là, un article de cryptost.fr, voilà. C'est pas surprenant, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, Stripe signe la plus grosse acquisition de crypto de l'histoire en rachetant Bridge pour 1,1 milliard de dollars. Donc vous voyez, la semaine dernière, je vous avais dit, ils étaient en pourparlers, effectivement. Donc c'est le géant financier américain puisse racheter la startup spécialisée dans les paiements internationaux en stablecoin et donc une startup française. Donc là, nous, en France, voilà, on s'est bien fait. Ah, je vais rester poli, mais on s'en est encore pris une, là on veut pas. Et voilà, et donc c'est triste quand même à voir que tous nos fleurons, tous nos futurs licornes qui vont se développer et créer des milliards, hein, des licornes en fait, va devenir des licornes, ce genre d'entreprise, eh bien on les laisse partir pour des poignées, pour une poignée de pain au final par rapport à ce qu'elles vaudront. Voilà, donc franchement c'est une trahison de la part de notre politique de laisser faire ce genre de choses, vraiment. Et ça, c'est pas une exception, parce qu'on voit que ça a été la même chose avec Doliprane. Donc ça y est, hein, Doliprane a été au final vendu. Du moins c'est imminent. Enfin c'est une formalité puisque la direction a validé. Et qu'il y a déjà des affaires comme quoi il y a la corruption au niveau de la direction. Donc enfin, voilà, ça c'est vraiment, on est vraiment trahi au niveau de la France, quoi. C'est fou. Hein. Je pense qu'il faut se réveiller, hein, parce que bon, on va, mais on y va, quoi. Ensuite, j'ai un autre article de Coin Academy, imposition, le Danemark envisage de taxer les gains non réalisés sur les actifs crypto. Alors là, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Hein, au début, je me suis dit que c'était un canular, je ne croyais pas. Et puis en fait, si, c'est vrai. Donc c'est-à-dire que maintenant, si vous détenez, par exemple, vous êtes danois et que vous détenez de la crypto-monnaie, vous serez taxé sur des choses que vous n'avez pas vendues. C'est-à-dire que si vos crypto-monnaies eh bien, elle monte et vous faites une plus-value latente, c'est-à-dire que vous n'avez pas vendu, et puis même si cette plus-value redescend, par exemple, et qu'au final vous perdez de l'argent sur l'année, parce que vous vendez au moment où il ne fallait pas, ben, vous serez taxé, en fait, sur le moment, comme vous l'avez détendu à un moment où c'était très haut, mais vous serez taxé sur la différence, en fait, quelque part. Bon, un truc de malade, encore une fois. Donc on est en Europe, quoi, on n'a rien compris. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils sont en train de valider au Danemark. Apparemment, donc ce serait, si c'est définitivement validé, ce serait mis en application à partir de 2026. Et bien évidemment, comme nous les Français, on est les champions du monde pour copier qui fait du mal aux Français, eh bien on peut s'imaginer que tôt ou tard, on aura ce genre de loi débile, clairement, il faut dire ce qui est, parce que du coup, ça va faire fuir tous les milliards. Alors là, je ne dis même pas le délire, c'est-à-dire que tout ce qui est en crypto-monnaie, ça va faire fuir mais absolument tous les investisseurs. Voilà.
Donc là, Danemark vient de se mettre une énorme pancarte sur le front en disant surtout ne venez pas investir chez nous en crypto parce que autant ils vont être tentés de le faire sur les marchés boursiers. Alors là, on va rigoler. Les Danois, on va rigoler. On va voir un peu le résultat d'ici quelques années sur leurs investissements. Je sens que ça va être très marrant. Bon, voilà. Allez, donc ça, super les Danois. Là-dessus, au niveau viking, on a fait mieux quand même. Allez, là, je passe aux actualités économiques. Donc, de Les Échos, dette, la mise en garde de Moody's à la France. Alors là, c'est pas bon. L'agence de notation a annoncé vendredi soir qu'elle maintenait la note AA2 de la dette française, mais elle a abaissé la perspective à négative, ouvrant la porte à une possible dégradation dans les prochains mois. Donc, Moody's ne croit pas à la réduction du déficit à 5% l'an prochain et exhorte à ne pas mettre en question la réforme des retraites. Donc là, effectivement, on est dans une période où avec tout le bazar en fait, économique, donc là, je vous invite à voir directement la dernière vidéo de Marc Toiti. Il explique très bien tout ce qui est avec justement avec la dégradation des notations des agences de notation, hein, comme Moody's et Fitch. Là, et c'est vrai que c'est assez phénoménal parce qu'en fait, la France, on est en train d'être totalement rétrogradé, même à un niveau, là, on frôle niveau des pays moyens, quoi, en fait. C'est-à-dire que là, on n'est même plus du tout au niveau économique, dans le cadre des pays qui étaient comme avant, notamment comme l'Allemagne, qui sont les types AAA. Là, on est même menacé, en fait, d'être rétrogradé au niveau des pays moyens, quoi. Un peu aux côtés de la Grèce, côté de l'Italie, enfin. Donc non, c'est chaud, hein. C'est chaud ce qui est en train de se passer. Et donc, je rappelle que plus on dégrade une note d'une dette en termes de, que ce soit pour un pays, voilà, et plus en fait les investisseurs exigent des garanties, des assurances lorsqu'ils misent sur la dette, notamment d'un pays qui est mal noté, voilà, par les agents de notation. Donc ça a bien plus d'importance qu'on ne le pense à première vue, parce que plus notre note est dégradée, donc à échelle internationale, et moins on aura d'investissement, comme si en plus, voilà, c'était pas le sujet du jour, hein. On voit qu'en France, avec les taxes et tout, ils essayent d'en mettre dans tous les sens, là. Là, c'est vraiment la surenchère au niveau des députés, pour essayer de voir comment ils vont nous prendre de l'argent. Donc là, la France, c'est devenu je dirais de l'uranium, enfin de la radioactivité absolue pour tout ce qui est investissement, clairement. Et en plus de ça, on rajoute la dégradation de la dette. Donc, il est très probable que dans les temps qui viennent, plus on dégrade la note de la dette française et plus les taux au final au niveau de cette dette seront élevés et donc les intérêts de la dette seront importants derrière. Voilà, donc là, on entre un peu dans un cercle vicieux qui eh bien, va tendance à s'accélérer, à s'accentuer, malheureusement. Rien de surprenant hein, non plus. Autre article de Le Monde, donc le luxe, après un salve de résultats trimestriels, l'avis de Tempête se confirme. Donc ça concerne bien évidemment beaucoup le luxe français, hein. La publication des chiffres d'affaires de LVMH, Kering et L'Oréal révèle combien le marché mondial des produits de luxe se complique. Pas étonnant dans une période d'inflation et de récession. Évidemment, le luxe, c'est la première chose qui pâtit, hein, puisque c'est pas, je dirais, indispensable à la survie de l'être humain. Mais bon, ça se ressent, le problème, c'est que nous, au niveau du CAC 40, ce qui tient le CAC 40 aujourd'hui, c'est-à-dire le marché français boursier, c'est justement le domaine du luxe. Et là, manque de peau, on se rend compte qu'on est dans une ère où le luxe, justement, est en train d'en prendre plein la figure. On donne un peu l'ordre de ton de rien qui va, en fait, en France, là, actuellement. Bon. Ensuite, autre article de Les Échos, donc cette fois au niveau international, donc frappe israélienne sur l'Iran, pourquoi les sites nucléaires ont été épargnés. Alors là, c'est juste pour donner un peu l'ordre de grandeur, c'est que, effectivement, on a un embrasement au Moyen-Orient, on le voit, hein, parce que là, ça s'enchaîne, c'est l'escalade, donc l'Iran va sûrement répondre, répliquer, et donc il y a un moment où si rien n'est fait pour empêcher un peu de cette escalade, il y a un moment où ça va dégénérer il y a un risque en tout cas, ça dégénère en guerre ouverte entre l'Iran et l'Israël, et là, je dis pas le bordel sur les marchés boursiers et également même sur le marché de l'or et de la crypto.
éventuellement. Donc pourquoi je vous en parle de tout ça? Simplement parce que là, je vais faire le point sur, maintenant, comme d'habitude, vous avez l'euro, le dollar, le cours de l'or, le cours du CAC 40. On va voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, vous voyez, donc sur un jour, on voit qu'on s'est fait douiller au niveau de l'euro par rapport au dollar. On a perdu un petit peu. Sur 5 jours, donc là, je suis sur Boursorama, vous voyez, au niveau du spot, en fait, entre la valeur de l'or, pardon, de l'euro par rapport au dollar. Donc c'est UR, USD spot. Donc là, on voit pas très bien. Je passe sur 5 jours. Voilà. Sur un mois, on voit bien qu'on est en phase descendante. Sur 3 mois, pareil, hein, on voit qu'on a même perdu en fait l'ascension qu'on avait connue de l'euro par rapport au dollar récemment. Et enfin, sur 6 mois, vous voyez, en fait, on a tout simplement corrigé tous les gains qu'on avait fait sur le dollar depuis 6 mois, quelque part. Donc, on retombe à des niveaux, vous voyez, où on est toujours en fait à moins 14,61% si vous voulez par rapport au dollar sur finalement 10 ans. Donc là, je vous mets la courbe sur 10 ans et vous voyez, bon, c'est toujours pas brillant hein, pour la valeur de l'euro par rapport au dollar. Bon, ça, vous le savez, je vous l'avais déjà montré plusieurs fois. Mais on voit que là, récemment, on avait bien monté, on avait repris les couleurs. Et puis finalement, on s'est répété la figure, hein. Bon, c'est pas étonnant quand on voit la situation économique, tout simplement, de l'euro par rapport à celle des États-Unis. Bon, donc c'est pas fini, hein, c'est pas fini, et je pense que je serais pas étonné qu'on connaisse une nouvelle baisse, là, avec la dégradation justement des agences de notation de la dette française, et puis l'emballement hein, au niveau de l'euro, l'inflation, etc., qu'on connaisse vraiment une dégradation forte de l'euro par rapport au dollar dans les mois qui viennent. Vraiment, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne me fait pas plaisir à dire ni à envisager, mais malheureusement, sur être objectif, l'Europe n'est pas dans une belle situation économique par rapport au reste du monde. Voilà. Et là, encore une fois, on voit qu'on est en légère baisse aujourd'hui, hein, mais bon, sur 5 jours. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que effectivement, on creuse en fait au niveau du CAC 40, hein, l'écart entre le CAC 40 et le S&P 500. C'est-à-dire les 500 plus grosses entreprises cotées en bourse américaine et les 40 plus grosses entreprises cotées en bourse française, donc sur la bourse de Paris. Et là, on voit effectivement que eh bien, le S&P 500 qui est en jaune est en positif, alors que le CAC 40 sur 6 mois, lui, a carrément perdu 7%. Donc, ça continue au niveau du marché boursier à pas être folichon. Et donc, la seule chose qui reste vraiment dans le vert et qui continue en fait de bien nous surprendre, et bien simplement c'est l'or. Donc l'or a atteint encore un nouveau record hein, cette semaine. Donc moi je l'ai vu passer en direct. C'est assez fou hein, ce qui se passe. Donc là je vais vous mettre l'or. Voilà. Donc regardez un petit peu ce que nous a fait l'or sur 25 ans. On est passé quand même de aller 10 000 euros à 82 000 euros. Donc là, on a un record absolu, c'est-à-dire que là, cette semaine, on a même dépassé légèrement, momentanément, les 82 000 euros le kilo, ce qui est du jamais vu. Regardez, 82 000 euros le plus haut. C'est le record historique qui a jamais atteint par l'or. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose au niveau économique, c'est que plus l'or monte, simplement, et plus ça veut dire que la valeur des monnaies, notamment donc la valeur ici de l'euro, est en chute libre. Et donc on voit bien que ces derniers temps, l'euro ne se porte pas bien du tout par rapport à l'or. Ça c'est clair, puisque l'or est en train de pulvériser tout simplement l'euro et sur le court terme. Et ça c'est une première dans l'histoire de l'or, c'est que là, en l'espace en fait de moins d'un an, il nous a fait, qui fait normalement en termes de performance sur 10 ans, quoi. Là il a pris 40%, 40% en l'espace d'un an. Il nous a fait du Bitcoin, l'or là. Clairement. Ça, c'est du jamais vu. Donc, ça veut dire évidemment que les prix, donc là, si ça augmente autant, c'est parce que les investisseurs, les banques centrales achètent en masse de l'or, que les investisseurs prévoient effectivement que ça ne va pas aller bien pour l'économie mondiale et surtout pour la zone euro, hein, parce que là, c'est par rapport à l'euro. Vous voyez, c'est l'euro, donc ça veut dire qu'il y a aussi des prévisions sur le fait que l'Europe, eh bien, ça va pas bien aller pour l'Europe au niveau économique. Donc, c'est pour ça que l'or prend vraiment autant de place sur la scène internationale en ce moment. Voilà. Donc ce sera tout pour ce bulletin, on va dire,
cette nouvelle actualité crypto, hein, les amis. Écoutez, j'espère que vous avez appris des choses, hein, notamment. N'hésitez pas à me mettre des likes si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris des choses, surtout. N'hésitez pas à me donner mettre en commentaire si vous voulez que je fasse peut-être un point plus précis sur un projet spécifique crypto. Même moi, autant ça m'intéresserait, si vous avez déjà des projets crypto en tête, là, avant le bull run, là, comme ça on voit un petit peu au niveau de l'intelligence artificielle et tout, ce qui peut être pas mal. Bref, voilà, je vous laisse me dire en commentaire. Et puis sinon, bah, écoutez, je vous dis, prenez soin de vous, hein, on reste toujours fort, solide, qu'il y a des solutions, hein. On voit, il y a des solutions même pour protéger son épargne avec l'or, avec crypto et tout. Et puis voilà. Donc on verra bien, on se dit à la semaine prochaine, et puis voilà, allez la bise, ciao.